quand j'ai commencé dans le journalisme en 2002, honnêtement, il y avait une chape de plomb en France qui était effarante, mais sur tous les sujets dont on parle là. C'est-à-dire que là, la discussion qu'on a, on ne pouvait absolument pas l'avoir. Et j'étais spécialisée sur les questions d'éducation. J'ai écrit des articles pour expliquer que le niveau était en train de s'effondrer parce que des professeurs me l'expliquaient. Toute la profession des journalistes m'a dit, mais d'abord, de quel droit tu vas interroger des professeurs? Ils ne sont pas représentatifs, il faut aller interroger les sources officielles. Les sources officielles, c'est la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale, qui dit que tout va bien puisqu'on a doublé le nombre de bacheliers entre 85 et 95, donc le niveau monte. Et c'était totalement impensable de dire autre chose. Et je pense que c'est vrai sur à peu près tous les sujets. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas pour rien que Jean-François Kahn a fondé Marianne en 97 en disant on doit pouvoir parler de sécurité et d'immigration sans être renvoyé systématiquement au Front National. C'est parce qu'il était le seul à dire ça. Donc, de fait, les choses ont bougé, évidemment. Il y a toujours une pression. C'est-à-dire qu'il y a toujours une trouille, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, c'est-à-dire que énormément de journalistes, par exemple, quand ils sont appelés à parler sur un plateau de télévision, quand ils sont appelés à écrire un sujet, ils ont la trouille, ils n'écrivent pas ce qu'ils pensent. J'en connais, qui me disent « Ah, je suis d'accord avec toi, mais je ne le dirai pas à l'antenne. » Voilà. Donc, bien entendu qu'il y a une pression du milieu médiatique. Mais elle est sans commune mesure avec ce qui existait autrefois. On voit aujourd'hui, et c'est un autre problème, une polarisation des médias, c'est-à-dire certains médias qui, du coup, vont totalement dans le discours qui était interdit autrefois, mais sans pluralisme, sans capacité à se parler, c'est-à-dire que maintenant on a des chapelles, donc je ne suis pas certaine que ce soit mieux. En revanche, ce qui me semble important à dire aussi, c'est que le totalitarisme, la pensée unique qui existait il y a encore, quand moi j'ai commencé et qui s'est prolongé assez longtemps, était encore beaucoup plus fort sur les questions économiques. Et que cette question-là, pour le coup, elle n'est pas réglée. Et elle n'est pas réglée sur un point qui me semble fondamental, par exemple, qui est l'espèce de tropisme atlantiste qu'on peut voir absolument partout dans les médias, qui s'est imposé au moment, par exemple, de la guerre en Ukraine, qui continue à s'imposer aujourd'hui. Et toutes ces choses-là, qu'on voit moins, parce que c'est moins flagrant que le déni absolu sur les questions migratoires ou les choses comme ça, en fait, impliquent ensuite des logiques politiques et économiques qu'on retrouve sur les autres sujets. C'est pour ça qu'il faudrait pouvoir débattre de tout. Quand je dis qu'on peut maintenant prononcer le mot souveraineté, oui, bien sûr, mais pour en dire quoi? Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce qu'au niveau du pluralisme, on n'est pas quand même... Il n'y a pas davantage de pluralisme aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans? Je serai moins optimiste. J'ai une formule que j'ai souvent répétée, vous me pardonnerez de la reprendre, mais parce qu'elle résume mon état d'esprit. La gauche était si longtemps hégémonique qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée, et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Et c'est un espèce de double quiproquo assez étonnant qui structure le débat public. Alors, est-ce que certains thèmes qui étaient autrefois certaines opinions, certaines idées, qui étaient autrefois complètement laissées de côté, peuvent-elles se faire entendre aujourd'hui? Oui, mais non pas parce que la droite, entre guillemets, aurait gagné la guerre culturelle. C'est que la situation s'est à ce point dégradée qu'il n'est tout simplement plus possible de la censurer intégralement. Bien que les défenseurs de ce que j'appelle le régime diversitaire, l'idéologie dominante, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Et ça, c'est pas réservé à la France, c'est vrai partout. C'est l'extension insensée des lois sur les fameux propos haineux. On le voit au niveau européen, on le voit en Irlande, on le voit en Écosse, on le voit au Canada, et on le voit même aux États-Unis, qui était le pays de la sacralisation de la liberté d'expression. On le voit ici aussi. Qu'est-ce qu'on voit partout? C'est que l'extension du domaine du propos haineux fait en sorte que toute remise en question, soit on le voit sur la question de la théorie du genre, est-ce qu'un homme peut être enceinte? Osez remettre ça en certains lieux et vous allez découvrir ce que le plaisir soit de la meute qui vous tombe dessus et demain ou après-demain, possiblement, les tribunaux qui s'en occuperont. Donc l'appel à criminaliser tout ce qui relève aujourd'hui de ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas dire hier, on le constate aujourd'hui. Quand l'Union européenne, avec, je perds le nom de la directive qui va passer, où on veut interdire sur les réseaux sociaux, faire en sorte qu'il soit possible de censurer les appels à la révolte. Sachant la définition que ces gens ont de la révolte, je confesse une très grande inquiétude. Et pour moi, une bonne partie aujourd'hui de la tentative de restaurer cette censure, mais la restaurer juridiquement. La censure, je dirais les années woke, si on veut être assez fin. Les années woke, c'est la censure par le bas. C'est la meute enragée de personnes aux
cheveux bleus et fuchsia qui décide de se ruer sur une conférence à l'université, et là, qui fait en sorte qu'un professeur ne peut pas faire sa conférence, et l'administration dit on ne peut pas accueillir cette conférence parce qu'on a peur pour des raisons de sécurité. Donc, c'est une espèce de droit de veto accordé aux gueulards mal appris en disant mais on va perturber la conférence. Donc, effectivement, l'administration dit on ne peut pas la tenir. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Écosse? En Écosse, la loi qui était adoptée par celui qui était alors ministre de la Justice et qui est aujourd'hui premier ministre écossais, Humza Yousaf, qui interdit les propos haineux, entre guillemets, à la maison. À la maison. Ça veut dire que les propos que vous pouvez... Chez vous, là, il nous disait d'ailleurs, il ne doit plus y avoir de sanctuarisation du domicile. Sous quel prétexte? Eh bien, la haine doit être interdite partout. Sachant la définition qu'ils ont de la haine, c'est inquiétant. Regardez ce qui se passe en Irlande aujourd'hui. Regardez la facilité avec laquelle, en France, on peut se retrouver devant les tribunaux pour avoir fait telle ou telle affirmation. Ce n'est pas un détail. Regardez, et là, je vais donner d'autres exemples français. L'annulation, il y a quelques mois, du colloque en hommage aux 10 ans du suicide de Dominique Vénère. Alors, je ne suis pas un fan de Dominique Vénère, ce n'est pas quelqu'un avec qui je me sens de très grandes affinités idéologiques, mais quelles sont les raisons utilisées pour justifier l'annulation de ce colloque? Il pourrait s'y tenir des propos contradictoires avec la loi Pleven. Parce que pourrait se tenir des propos contradictoires avec une telle loi, on interdit le colloque. C'est rapport minoritaire. Ouais. C'est-à-dire, si on va interdire d'avance que c'est pré-crime. Quand on interdit les manifestations, je pense que c'est à Réalmont, si je ne me trompe pas, parce qu'elles sont organisées par des associations associées à l'extrême droite, entre guillemets. Alors, c'est quand même assez inquiétant, parce qu'il va y avoir une présidentielle. À ce que j'en sais, le RN est encore catégorisé à l'extrême droite par les médias. Devra-t-on interdire les meetings de ce parti? Quand on voit, et c'est des cas assez intéressants, comment s'appelle-t-il? Nigel Farage, en Grande-Bretagne, il est chassé de sa banque. Alors on dit pourquoi vous êtes un mauvais client. Et on apprend après coup pourquoi? À cause de ses opinions politiques. Un peu partout dans le monde occidental, une pénalisation juridique, formelle, une censure qui vient du haut revient aujourd'hui. Et je vous avouerai que devant ça, je confesse non seulement de très grande inquiétude, mais je pense qu'effectivement, c'est une tentation totalitaire qui se dévoile et se confirme. Natacha Polony, sur la liberté d'expression, je crois que vous-même, vous avez dû vous retrouver devant les tribunaux pourchassés par une association au nom de ces lois. J'imagine que vous êtes quand même assez d'accord avec sur cette idée d'un rétrécissement de la liberté d'expression. Bien entendu, c'est pour ça que ce n'est pas parce que je dis que la chape de plomb n'est plus aussi violente et totale qu'il y a 20 ans que je suis particulièrement plus optimiste que ne peut l'être Mathieu Bock-Côté. C'est simplement que je n'ai pas exactement la même lecture de la nature du problème. Pour le dire simplement, quand nous avons fondé le comité Orwell en 2015, c'est-à-dire un groupe de journalistes qui entendaient réfléchir justement sur l'exercice du métier, je pense que ce n'était pas un hasard si la majorité des journalistes qui ont adhéré dès le départ au comité Orwell étaient des journalistes économiques. Et nous avons publié ensemble un livre collectif qui s'appelait « Bienvenue dans le pire des mondes », sous-titré « Le triomphe du soft totalitarisme ». Et dans lequel nous essayons d'analyser justement les outils de ce soft totalitarisme, c'est-à-dire un totalitarisme qui ne dit pas son nom et qui petit à petit restreint les libertés pour éviter donc les opinions divergentes, mais pour éviter la capacité à remettre en cause la mécanique du système. Et de même, j'ai ensuite publié en 2018 avec Jean-Michel Quatrepoint, qui était l'inventeur du comité Orwell, un livre que nous avons intitulé « Délivrez-nous du bien », où nous analysions justement tout ce que vous décrivez, c'est-à-dire cette façon pour les minorités d'imposer leur volonté à la majorité et de faire taire toutes les opinions divergentes. Mais notre thèse était d'expliquer qu'en fait, ce minoritarisme, qu'on n'appelait pas encore wokisme, est l'autre face d'une seule médaille dont l'autre partie est le néolibéralisme. Et qu'en fait, c'est la même mécanique de dérégulation des marchés économiques et d'extension du marché à l'ensemble des domaines de la vie humaine qui facilite ensuite la possibilité pour des minorités de s'imposer sur le plan culturel. C'est-à-dire que ce modèle américain qui consiste à la fois à déréguler, à transformer tout en profit et en argent, et qui ensuite crée des minorités parce que ce sont des marchés et que ça permet d'étendre cette machine économique, tout cela marche ensemble. Et c'est pour ça que je pense que n'avoir qu'une lecture culturelle des choses empêche de répondre réellement aux problèmes. Vous êtes d'accord? Parce que Mathieu, je vous cite dans votre livre, vous dites « La mondialisation n'est pas un processus économique, mais un régime politique asservissant les souverainetés nationales. Le néolibéralisme portait en lui une tentation autoritaire. » Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? En fait, je retrace dans cette partie, je retrace les différents moments de prise de conscience à partir du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui.
du retour de cette tentation totalitaire. La formule Drevel, il faut évidemment le rappeler. Or, cela dit, Natacha Polony, si je peux me permettre de corriger juste un point de détail sur ça, pas point de détail, utilisons une autre formule, ce détail, ce n'est pas qu'une lecture culturelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du régime. C'est la question du régime qui est la question aristotelicienne par excellence, qui est la question politique par excellence. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une question culturelle, c'est que le politique, en fonction d'une idéologie qui se présente, pour ceux qui n'y adhèrent pas, comme une forme de révélation, c'est le nouveau visage de la révélation, mais c'est la révélation diversitaire, qui est porté aussi, et ça c'est important, on n'est plus simplement à l'heure justement de ces foules haineuses que j'évoquais, ces meutes haineuses que j'évoquais plus tôt. On pourrait presque faire un clin d'œil à ce qui s'est passé il y a 1 an et demi à l'Assemblée nationale. Je m'inquiète quant à moi du wokisme cravaté. Je m'inquiète quant à moi de ce qu'on appelle l'extrême centre à la blague, c'est-à-dire de cette disposition liberticide de plus en plus forte qui est au cœur d'un régime qui de plus en plus a un double rapport à la population. Soit un rapport de censure, ce que je viens d'évoquer, mais pour moi c'est pas seulement culturel, c'est on étend le domaine des propos interdits qui peuvent demain vous conduire en prison. Faut juste comprendre qu'on est dans le monde occidental aujourd'hui, on est en train de créer de nouveaux prisonniers politiques. On est en marche vers cela quand en Ontario, qui est une province canadienne, quand en Irlande, si vous remettez en question la théorie du genre, vous pouvez, par un chemin détourné, avoir les policiers qui viennent vous rencontrer. Il y a quand même un petit problème, si je peux me permettre. Et l'autre domaine, c'est la rééducation. Donc, une population que l'on juge globalement retardataire, une population que l'on croit traversée par 1000 phobies, une population que l'on croit fondamentalement enfermée dans des schèmes mentaux inadaptés pour la société de la diversité, pour la société mondialisée. Et cette population, il faut la rééduquer. Rééducation qui se passe à l'école, rééducation qui se passe sur le temps de travail. Faut pas l'oublier, les formations en entreprise aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, ça existe en Europe aussi aujourd'hui. Sur l'heure du déjeuner, vous croyez déjeuner tranquillement, eh ben non, vous devez assister à une rencontre non obligatoire, mais essayez de ne pas y aller. Finalement, elle devient obligatoire. Où on vous explique ce qu'est le racisme systémique, on vous explique que si vous êtes blanc, vous êtes raciste de nature par votre blanchité, et où on vous explique qu'un homme peut être enceinte. Faut jamais l'oublier, c'est quand même important. On est quand même dans une société qui veut nous faire croire qu'un homme peut être enceinte, et si vous pensez le contraire, vous êtes transphobe, vous faites le jeu de l'extrême droite. Citation, Isabelle Rome, votre ancienne ministre. Alors, ayant tout cela à l'esprit, je pense que la tentation autoritaire, totalitaire, vient du haut. Ce n'est pas qu'une lecture culturelle. La pression sociale, la pression médiatique, la pression financière, c'est une chose. Mais quand le régime lui-même décide de créer des catégories pour pénaliser et criminaliser certaines idées qui, à ce que j'en sais, ne relevaient pas de l'appel à l'insurrection généralisée, on est quand même dans un problème qui est, en fait, comme je le dis, aristotélicien. C'est la question du régime, et ça, on peine à la nommer aujourd'hui, parce que la démocratie libérale qui était la nôtre n'est plus qu'une illusion. En fait, c'est terrible. Alors, on conserve des libertés d'hier, mais elles ne sont plus portées par l'esprit de la démocratie libérale. C'est là où, si je puis me permettre, justement, c'est étonnant que vous employiez le terme démocratie libérale, parce que, pour ma part, l'analyse que j'en ferai, et que nous faisions d'ailleurs dans les 2 livres que j'ai cités, c'est le fait que il y a une différence majeure entre démocratie libérale et république. Et que ce n'est pas un hasard si tout ce que vous dénoncez naît aux États-Unis, c'est-à-dire dans une démocratie libérale qui est fondée sur l'idée d'un espace public dans lequel les individus et les communautés interagissent selon cette idée que chacun défend son intérêt égoïste et que c'est cette interaction qui va aboutir au bien commun. Ce qui n'est pas du tout la conception que la République, et en particulier la République française, a de l'espace politique, puisque la République est fondée sur l'idée d'un État qui garantit la neutralité de l'espace public dans lequel les individus vont interagir pour déterminer le bien commun, donc vont débattre ensemble, et en sortira une volonté majoritaire, sachant que sur chaque question, les uns et les autres se détermineront, et que donc il n'y aura pas tout le temps la même majorité face à la même minorité. C'est ça le principe. Et du coup... Mais c'est comme ça, si je peux me permettre aussi aux États-Unis. Les démocraties libérales partout. Ce que vous dites là, c'est vrai des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, de l'Écosse, du Canada. Non, la conception n'est pas la même, et c'est pour ça que le communautarisme peut s'imposer aux États-Unis. C'est justement parce que en République française, il n'y a qu'une communauté, et c'est la communauté nationale. Et ce n'est pas vrai dans le monde anglo-saxon, ça fonctionne différemment. Et c'est pour ça qu'il est important de penser les choses en ces termes-là, parce qu'il me semble que ce que vous appelez wokisme, c'est-à-dire l'ensemble de cette tyrannie des minorités, vient de cette organisation politique et de cette espèce de côté totalement messianique qui considère qu'il va falloir faire le bien et qu'au nom du bien, on peut imposer aux autres quelque chose. Et là où je vous rejoins, c'est que ça implique
quelque chose qu'on peut appeler une forme de centrisme autoritaire, dans la mesure où ça, c'est la nature même du néolibéralisme, c'est-à-dire que la dérégulation que veut le néolibéralisme a besoin d'une inflation de normes pour justement permettre de déréguler les marchés. Et donc cette inflation de normes, elle a tendance à empiéter sur les libertés individuelles. C'est pour ça qu'on est pris en tenaille entre cette dérégulation normative et la demande de normes et de contrôle par les communautés et les individus. C'est ça qui joue, et c'est pour ça que je pense que c'est profondément destructeur, notamment pour la société française, qui n'a absolument pas ce type d'organisation. Si je peux me permettre... L'opposition monde anglo-saxon, République française. On ne suspectera pas de tendresse exagérée à l'endroit des États-Unis, mais le fait est que la restriction de la liberté d'expression en France, et du pays c'est le paradoxe des Français, je dis souvent, les Québécois peuvent parler de tout, mais ne veulent parler de rien, les Français veulent débattre de tout, mais ne peuvent parler de rien. Pourquoi? On n'a pas attendu les États-Unis pour faire les lois sur des propos haineux en France, si je peux me permettre. Ça, c'est un héritage très 1793. C'est pas ça que je dis. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que l'enjeu, il est là. Vous noterez que je parle très peu du wokisme en ce moment. C'est pas c'est pas moi. J'ai déjà écrit un livre là-dessus, c'est pas le nouveau, ça, c'est certain. J'explique dans le livre que le moment woke est un moment qu'on est déjà en train de dépasser. Ça ne veut pas dire que c'est pas sans intérêt, mais tout l'ouvrage consiste à dire que le moment woke est un peu derrière nous parce qu'on a basculé dans un autre moment. Or, les lois, si je peux pas, vous héritez, et en fait l'Europe hérite d'une double chose aussi, appelons ça la tentation de 93. C'est finalement pas de liberté pour les ennemis de la liberté et cette espèce de tentation de la vertu qui consiste à faire taire ceux qui vont pas dans le sens de l'histoire. Et de ce point de vue, il y a une marque invisible dans les sociétés occidentales et dans les sociétés européennes. C'est pour ça que j'aime dire de manière un peu méchante que aujourd'hui, le monde occidental, c'est la poursuite de l'URSS par d'autres moyens. C'est, par exemple, la marque de l'antifascisme. L'antifascisme n'a jamais été, ne l'oublions jamais, le fait d'être contre le fascisme. Si c'était le cas, on est tous pour. L'antifascisme, c'est, à la rigueur, d'ailleurs, c'est à l'origine, c'est une stratégie qui nous vient d'assez loin à l'Est, qui consistait à assimiler au fascisme tous les adversaires du communisme et du socialisme. Mais de la même manière, aujourd'hui, l'assimilation à l'extrême droite de tous les adversaires du régime diversitaire, c'est une empreinte directe qui nous vient pas, ce coup-ci, de l'Ouest, mais qui nous vient de l'Est, d'une partie du 20e siècle dont on a oublié en fait, je dirais, réfléchissant sur le 20e siècle, on a assurément retenu les leçons du nazisme. C'est quand même l'horreur absolue. Mais on a oublié de retenir, je crois, les leçons de ce qui s'est passé à l'Est, en URSS, et pourquoi aujourd'hui tant de journalistes se comportent comme des commissaires politiques. Le journaliste de gauche comme figure nouvelle du commissaire politique en Occident. Pourquoi aujourd'hui les lois sur les propos haineux, qui poursuivent des lois qui, de ce point de vue, sont dans cette continuité historique, une espèce de 93 permanent, ça, c'est pas une explication par l'Amérique. Il y a plein de choses qu'on peut reprocher aux Américains, franchement. Oui. Mais, par ailleurs, sur le modèle de la démocratie libérale dont je vous parle, en fait, qu'on soit devant une monarchie constitutionnelle ou la République française, le modèle de la démocratie libérale, il est assez partagé en Occident, peu importe la manière dont on la nomme. Et le véritable facteur qui bascule aux États-Unis, ce que vous présentiez, ça existait aux États-Unis. Là où vous serez peut-être d'accord, c'est que quand même, Mathieu Bock-Côté, vous aussi, vous plaidez pour un retour de la démocratie au sens participation des citoyens active à la vie politique, et vous êtes notamment d'accord sur la question du référendum. Vous pensez qu'il faut qu'il y ait un retour au référendum dans la vie politique pour justement contrer cette tentation de la démocratie libérale d'avoir peur du peuple en réalité. Donc vous êtes, vous, favorable par exemple à la réintroduction du référendum? Moi, je n'ai pas d'opposition de principe au référendum, loin de là. Je suis favorable au référendum lorsqu'il se tient au Québec, je suis favorable au référendum lorsqu'il se tient en Catalogne, je suis favorable au référendum lorsqu'il se tient en France. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le référendum, c'est la possibilité pour le peuple de se manifester en rappelant, premièrement, son existence comme peuple au-delà de sa diversité interne, et c'est la possibilité aussi de faire valoir un principe de légitimité qui remet en question les avantages de la caste technocratique, qui remet en question le monopole du débat exercé par une partie de la caste médiatique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le référendum est diabolisé en toutes circonstances. Notez bien, présidentielle française 2022, quand on se demande, Marine Le Pen est-elle encore d'extrême droite? On questionne de manière théologique, est-elle encore de cette manière? En plus, on fait venir les exorcistes pour vérifier si elle l'est encore d'une manière ou de l'autre. Au final, notez, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. On ne dit pas, on discute pas que les gens vous êtes d'extrême droite. Personne ne revendique cette étiquette. Donc, il s'agit de prouver que quelqu'un l'est lorsqu'elle le nie. De la même manière qu'on parlait de la possession démoniaque autrefois. Quoi qu'il en soit, j'y reviens. Présidentielle française 2022, quelle est la marque de l'extrême droiture de Marine, ou l'extrême droiteté, j'en sais rien, de Marine Le Pen? C'est qu'elle veut, favorable à l'appel au référendum, parce que l'appel au référendum, c'est la tyrannie de la majorité dissimulée derrière le peuple, c'est la possibilité de contester le primat du droit tel qu'interprété par le gouvernement des juges, c'est la remise en question de ce qu'ils appellent l'état de droit. Donc le référendum devient finalement le symbole même du contraire de la démocratie. C'est quand même culotté, c'est du Orwell puissance 1000.
Là-dessus, je pense qu'on serait d'accord, Natacha Polony. Mais c'est simplement alors là où j'aurais une nuance, c'est que pour ma part, dans la lecture que je fais de la démocratie libérale, c'est-à-dire que je pense que justement plus les démocraties libérales sont devenues libérales, moins elles sont devenues démocratiques, et que j'adhère encore relativement à la distinction que faisait Régis Debray entre justement démocratie libérale et république sur l'idée de l'organisation, en effet, de l'espace public. Et je crois que, cette distinction, Régis Debray la résumait de façon assez belle par l'idée, la démocratie, c'est ce qui reste d'une république quand on a éteint les lumières. C'est-à-dire qu'en fait, la république s'appuie sur l'idée des Lumières, c'est-à-dire d'un peuple éduqué, de citoyens qui sont autonomes et responsables. Et c'est cela que nous sommes en train de perdre. Et là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, la France aujourd'hui est, disons, les défauts des deux systèmes, c'est-à-dire l'importation des problématiques américaines et le drame de sa propre histoire, qui est le poids du gauchisme, et d'un gauchisme dont on n'a pas encore aujourd'hui dressé le bilan, mais qui est absolument terrifiant. En effet, dans la destruction de la production de savoir à l'université, dans la capacité à monopoliser la parole publique et à créer des chasses aux sorcières, ça je suis d'accord. Et je pense qu'il faudrait dresser un petit peu ce bilan-là, même si je crois qu'il faut essayer de porter sur justement cette histoire qui va des Lumières jusqu'à aujourd'hui, un regard qui me semble tout de même, on va dire, nuancé. C'est-à-dire que je ne prends pas la Révolution française comme un bloc. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu 1789 qu'il devait y avoir 1793. Je ne pense pas que la dérive de la terreur était contenue dans l'idéal républicain et donc dans l'idéal des Lumières. Et ce que je reproche à l'époque actuelle, c'est justement de ne penser qu'en bloc et jamais de façon dialectique. Or, il me semble que si on essaye de faire vivre aujourd'hui l'idéal de l'humanisme et des Lumières, c'est-à-dire la capacité de l'individu à s'élever par le savoir et par la raison, parce que de toute façon, il n'y a pas de démocratie sans postulat de la raison chez chacun d'entre nous. Alors, si on n'essaye pas cela, on va à la guerre civile. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, la responsabilité politique, elle est d'essayer de penser les choses de façon nuancée, c'est-à-dire de maintenir cet idéal des Lumières sans le vouer aux gémonies sous prétexte qu'il y a eu Saint-Just et Robespierre. Je me permets, l'idée n'est pas de condamner les Lumières. L'idée est de rappeler qu'il y a une tentation. Moi, je ne suis pas sur le mode de vivre la contre-révolution, là, d'aucune manière. Mais vous n'êtes pas un réactionnaire, rassurez-nous. Bon, le serais-je, devrais-je l'avouer? Non, mais cela dit, non, pas du tout. Je suis un citoyen ordinaire, normal, comme il y en a partout en démocratie aujourd'hui. Je constate simplement que la tentation totalitaire, elle est consubstantielle à la modernité. Et de ce point de vue, la modernité doit être toujours consciente du fait que cette tentation totalitaire, cette tentation de décrocher le paradis du ciel pour le réaliser sur Terre, et dès lors s'assurer qu'il y a des gardiens de la révolution d'après la nouvelle révélation, ça, quand même, c'est une tentation qui revient souvent. Et je ne maudis pas 89, mais par ailleurs, je maudirai éternellement 93. D'autant que la tentation de 93 revient toujours. Et on pourrait même dire il y a les Vendéens, la catégorie inaugurale du persécuté dans la modernité. Il y a ensuite les Koulaks. Pourquoi chaque fois c'est le bois mort de l'humanité? Ce sont les catégories sociales de trop qui n'ont pas été éclairées par la révolution moderne. Et aujourd'hui, il y a les majorités historiques occidentales qui n'ont pas encore compris que la diversité en toutes circonstances et quelle que soit est une richesse et qui n'ont pas consenti à devenir minoritaires en leur propre pays. C'est leur tour de payer. Donc de ce point de vue, 89, bien d'accord, qui dira le contraire? Par ailleurs, 93, je pense que cette tentation de 93 habite encore plusieurs personnes et pas simplement le directeur d'un journal particulier qui représente la Pravda de notre temps. C'est justement, en effet, il y a une tentation totalitaire de la modernité dans la mesure où cette modernité, finalement, prétend détrôner la religion, mais en reprenant ces modes de pensée. Et moi, c'est ça que je reproche à cette tentation totalitaire. C'est d'être en fait profondément religieuse dans sa façon de penser les rapports entre les êtres humains. J'ai peut-être mon côté bouffeur de curé qui va ressurgir là-dessus. C'est fort possible. Mais pour ma part, j'estime que la vie humaine n'est possible et à peu près apaisée que si on délimite vraiment farouchement
la vie publique et la vie privée, si l'on évite... C'est du libéralisme, Natacha Polony. Vous êtes Oui, libérale là-dessus. Là-dessus, je suis libérale, bien entendu. C'est une forme de libéralisme. Cela dit, ça n'est pas que du libéralisme. Si vous lisez le texte de Thucydide, le discours aux morts de Périclès, dans la guerre du Péloponnèse, qui est la plus belle définition de la démocratie, vous y trouvez, dans la définition de la démocratie, la distinction entre espace public et espace privé. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vie supportable, possible et non totalitaire s'il n'y a pas cette distinction-là. Donc, l'idée qu'on va mettre en avant la vertu me semble profondément dangereuse. Je crois qu'au contraire, nous devons reprendre dans la sagesse des anciens, dans la sagesse antique et dans les rapports antiques, quelque chose qui s'appelle l'aidos, c'est-à-dire la vergogne, la capacité, le fait que nous existons sous le regard des autres parce que nous formons une communauté et une société, mais qu'en revanche, quand nous remplaçons la vergogne par la vertu, c'est-à-dire le fait que l'on va guetter dans l'âme de l'autre le mal potentiel et tenter de l'extirper, alors là, ça devient totalitaire. Donc la modernité vire au totalitarisme quand elle utilise les mêmes procédés que la religion. Et je pense que c'est aujourd'hui, ça a été tout le drame de 1793, c'est tout le drame d'aujourd'hui de tous les post-gauchistes que de ne pas comprendre qu'ils sont des curés, tout simplement, des bigots. Vous savez, au moins les curés, on pouvait les repérer. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est l'avantage. On savait, il y avait le col romain, on savait, on pouvait lui dire « reste chez toi, mon garçon ». Alors que ça veut dire, aujourd'hui, les curés sont un peu partout et portent souvent le nom de journalistes. C'est ça qui est embêtant. Oui, en effet. On les reconnaît à leurs questions malveillantes. Je vais vous poser une question malveillante. Mais pas que les journalistes, hein, ils n'ont pas le monopole. Une question Mathieu. Des universités. Oh, ils sont tout à fait. Je voulais vous poser une question, Mathieu Bocoté, parce que dans ce livre, vous dites finalement que le totalitarisme se fait au nom de la lutte contre l'extrême droite. Oui. Et vous dites, j'ai pas trouvé de définition de l'extrême droite. Est-ce que quand même vous ne considérez pas qu'il peut exister aussi aujourd'hui une tentation d'un retour à une vraie extrême droite, pas une extrême droite fantasmée? Ce serait quoi? Par exemple, les milices qu'on voit défiler dans les rues, des groupuscules qui sont aujourd'hui à l'état des groupuscules, mais est-ce que demain, ce qui se passe en Irlande par exemple, avec donc des groupuscules fascisants, appelons-le comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que cette tentation existe et que il ne faut pas nier non plus que ça puisse aussi ressurgir de façon plus substantielle. Je n'ai jamais nié l'existence du fascisme ou de quoi que ce soit, on s'entend bien. Ce que je dis, c'est que le concept d'extrême droite sert à amalgamer. Dans une même catégorie, les groupuscules fascistes dont vous parlez, mais aussi des réactionnaires, mais aussi des libertariens, mais aussi la part de la droite qui ne se couche pas devant la gauche. Vous connaissez ma formule, je l'ai utilisée assez souvent ces derniers jours. Tout le monde a été, est ou sera un jour accusé d'être d'extrême droite. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé. Ouais. Et ce que je constate, c'est que ce concept aujourd'hui, c'est pour ça que je parle d'extrême droitisation. Je cherche une définition convaincante. Vous me proposez le groupuscule fascisant. Très bien. Non, mais alors, disons, ceux qui portaient une définition strictement ethnique de la nation et du corps social. D'accord, mais ça, je ne les connais pas vraiment, franchement. Mais s'il existe, on va les condamner. Mais pour l'instant, vous... quelques-uns, on peut pas nier. Non, mais un instant, une définition strictement ethnique. Ce que j'entends, cela dit, c'est que toute définition culturelle de la nation, pour certains, je les cite dans le livre, toute définition culturelle de la nation serait déjà d'extrême droite. Ça, c'est déjà plus compliqué. Je veux dire, si les Irlandais, vous en parlez, mais il y a un siècle, parviennent à faire leur indépendance, c'est parce qu'ils ne se voient pas simplement comme sujet de la couronne et de juridiquement britannique, c'est qu'ils se sentent être un peuple culturellement, un peuple sur le plan identitaire, puis un jour, ils accèdent à l'indépendance, puis ils fondent leur propre nationalité. Si les Polonais restaurent leur État, même s'ils ne disposaient pas de nationalité juridique polonaise, c'est qu'ils existaient en tant que peuple, et pas seulement en tant que peuple ethnique, mais en tant que peuple culturel et historique. Donc moi, quand je parle, quand je dis j'ai cherché une définition de l'extrême droite et je ne l'ai pas trouvée, c'est tout simplement que ce concept aujourd'hui sert à décrire, à étiqueter à peu près n'importe quoi. Je donne cet exemple parce que j'y tiens, parce qu'il est fondamental. Montréal, 2023. On retrouve de plus en plus de gens de la mouvance des drag queens qui veulent lire des contes dans les bibliothèques pour enfants, donc de gens de 5 à 6 ans. Et les drag queens, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui se déguise en femme hypersexualisée. Bon, et bien là, des parents disent non, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait juste ficher la paix aux enfants, s'il vous plaît? Réponse du commentariat, on voit bien le nouveau visage de l'extrême droite qui refuse la diversité. Donc si vous êtes devant le concept qui met tout à la fois les casseurs de Dublin, Adolf Hitler et les ennemis des drag queens, c'est que vous avez un concept, et en passant Marine Le Pen, si j'ai bien compris,
compris, mais aussi Fabien Roussel qui s'est fait doriotiser entre-temps. Et j'ai entendu ces dernières semaines que Jean-Luc Mélenchon, en fait, est le véritable visage de l'extrême droite. Je vous propose de laisser de côté ce concept et d'en trouver de nouveaux. Natacha Polony, est-ce qu'il faut complètement jeter à la poubelle ce concept? Non, c'est-à-dire qu'il existe une véritable définition de l'extrême droite, et ce n'est pas parce que justement le terme sert à disqualifier qui que ce soit, de même que le terme populiste, de même que le terme réactionnaire, de même que le terme décliniste, enfin tout ce qu'on veut. En gros, tout ça, ce sont les mots pour dire les méchants. Ceux qu'on n'aime pas, ceux qui nous dérangent parce qu'ils remettent en cause le système. Bon. Mais pour autant, il existe une véritable extrême droite, justement, dans la pensée d'un peuple totalisant et non diverse, qui serait fondée soit sur une conception ethnique, soit sur une forme, en gros, une forme d'uniformité qui devrait s'imposer à tous. Et ça existe. Mais de même d'ailleurs que, pour ma part, je me reconnais pas dans l'obsession du clivage gauche-droite, parce que justement, je pense qu'il interdit de penser à partir du moment où on met n'importe quoi sous ces termes-là. Donc la question n'est pas de savoir si extrême droite, ça existe ou pas. La question est de savoir si nous adhérons à une vision de la nation qui soit une vision ethnique ou uniquement judéo-chrétienne et blanche, ou si nous pensons que la spécificité de la France et de l'Europe, c'est d'avoir réussi à penser la liberté humaine en dehors de la transcendance. Moi, ça me semble plus intéressant quand on commence à penser les choses comme ça. Côté. Désolée, mais je dois terminer ce débat très vif et passionnant. Merci à tous les deux d'avoir accepté de discuter. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un club sur l'Europe. Mes invités seront Alain Minc, Hubert Védrine et Édouard Balladur.